Bienvenue à toutes et à tous. Nous allons entamer aujourd'hui une vidéo sur la notion du territoire, une notion très importante dans le droit international. L'État, tout d'abord, l'État en droit international est une entité juridique composée de trois éléments fondamentaux. Un territoire défini, une population permanente et un gouvernement capable d'exercer un contrôle effectif sur le territoire et de mener des relations avec d'autres États. Et donc la souveraineté, quant à elle, est le pouvoir suprême de l'État d'exercer son autorité sur son territoire et ses habitants sans ingérence extérieure. Et cette souveraineté se manifeste à la fois par la suprématie des institutions gouvernementales à l'intérieur du territoire, c'est une souveraineté interne, et par l'indépendance de l'État sur la scène internationale, souveraineté externe. Le territoire est donc un élément physique et géographique, un élément très important de l'État. C'est un élément physique et géographique sur lequel un État exerce sa souveraineté et il est indissociable de la notion d'État, car son territoire, il n'y a pas d'État. Et le territoire confère à l'État la base matérielle sur laquelle il peut exercer ses pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires. Et c'est également sur ce territoire que réside la population permanente de l'État qui est soumise aux lois et à la juridiction de cet État. De plus, le territoire est souvent source de richesses et de ressources naturelles, ce qui est en fait un enjeu économique très important, car il permet aussi de délimiter les frontières de l'État, en définissant ainsi son espace de souveraineté et de compétences juridiques. Cette délimitation territoriale est essentielle pour éviter les conflits avec les États voisins et pour établir des relations internationales stables. Au droit international, le territoire joue un rôle très important, un rôle central, constitue l'un des fondements sur lesquels reposent de nombreux principes et règles juridiques. Et la souveraineté territoriale, c'est un principe clé qui stipule que l'État a le pouvoir exclusif de légiférer, d'administrer et de juger sur son propre territoire sans ingérence extérieure. Et ce principe est renforcé par le respect de l'intégrité territoriale des États qui interdit toute atteinte à l'intégrité physique de leur territoire par d'autres États. Le droit international reconnaît également le principe de non-ingérence, selon lequel aucun État ne peut intervenir dans les affaires internes d'un autre État. Ce principe est intrinsèquement lié à la souveraineté territoriale, car il protège l'État contre toute tentative d'ingérence étrangère dans ses affaires internes, y compris celles concernant son territoire. Enfin, bien entendu, le territoire est au cœur des règles régissant la reconnaissance des frontières, la succession d'États, les conflits territoriaux et les modes d'acquisition du territoire. Par exemple, le droit international établit un certain nombre de règles spécifiques pour l'acquisition de territoires par des moyens pacifiques comme la cession, l'accession, ou par des moyens forcés comme la conquête, bien que cette dernière soit largement condamnée par la communauté internationale. Alors, le concept de territoire en droit international, il repose principalement sur la notion de souveraineté territoriale, qui est un principe fondamental de ce domaine du droit. La souveraineté territoriale désigne le pouvoir exclusif exercé par un État sur son territoire. Ce pouvoir inclut le droit de l'État de contrôler, de réguler toutes les activités se déroulant à l'intérieur de ses frontières, qu'elles soient de nature législative, exécutive ou judiciaire. Et les unités territoriales sont des entités géographiques distinctes, chacune soumise à une souveraineté territoriale différente. Alors, actuellement, il existe environ 200 unités territoriales distinctes dans le monde, chacune relevant de la juridiction de la souveraineté d'un État particulier. Et la délimitation précise de ces unités territoriales est importante pour éviter les conflits de souveraineté et maintenir l'ordre international. La souveraineté territoriale comporte deux dimensions essentielles, une dimension positive et une dimension négative. La dimension positive de la souveraineté territoriale se réfère à l'exclusivité de la compétence de l'État sur son territoire. Cela signifie que l'État exerce une autorité complète et sans partage sur toutes les affaires internes, qu'elles soient politiques, économiques, sociales ou environnementales. Et en d'autres termes, aucun autre État ne peut intervenir dans ces domaines sans le consentement de l'État souverain. Et la dimension négative de la souveraineté territoriale implique l'obligation de l'État de respecter les droits des autres États. Et cela inclut notamment le respect des frontières internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États et l'interdiction de l'utilisation de la force pour acquérir des territoires. Et ces principes sont essentiels pour le maintien de la paix et la stabilité dans le système international.
Le respect de l'intégrité territoriale et le principe de non-ingérence sont des piliers du droit international. L'intégrité territoriale signifie que les frontières d'un État doivent être respectées, protégées contre toute violation, et ce principe est inscrit dans la Charte des Nations Unies et constitue un fondement essentiel pour le maintien de l'ordre international. Il vise à empêcher toute tentative de modification des frontières d'un État par des moyens coercitifs ou militaires. Et la non-ingérence, donc, quant à elle, interdit à tout État d'intervenir dans les affaires intérieures d'un autre État, et cette interdiction couvre toute forme d'intervention, qu'elle soit militaire, économique, politique ou culturelle. Et le respect de la non-ingérence est important pour la souveraineté des États et pour les relations pacifiques entre les nations et assure que chaque État peut gérer ses affaires internes sans ingérence extérieure, ce qui est vital pour la préservation de l'autonomie et de l'indépendance des États. Cependant, malgré ces principes bien établis, il existe des exceptions. Par exemple, l'intervention humanitaire peut être justifiée dans des situations de violation grave des droits de l'homme, tels que les génocides ou les crimes contre l'humanité. De même, la responsabilité de protéger est un concept émergent en droit international qui permet l'intervention internationale pour prévenir ou arrêter des atrocités massives lorsqu'un État concerné ne peut ou ne veut pas protéger sa population. La notion classique de l'exclusivité territoriale de l'État a été progressivement remise en question par divers facteurs, notamment les changements technologiques, économiques et sociaux. Et ces changements ont conduit à une interdépendance croissante entre les États et à une réduction de l'exclusivité territoriale. Les avancées technologiques, en particulier dans les domaines de la communication et du transport, ont transformé la manière dont les États exercent leur souveraineté. Les satellites, par exemple, permettent la surveillance et l'observation de territoires étrangers, posant des défis à la souveraineté territoriale traditionnelle. De même, les technologies d'information et de la communication facilitent un petit peu la transmission transfrontalière de données et d'informations, rendant les frontières territoriales moins pertinentes. L'intégration économique mondiale a également eu un impact significatif sur la souveraineté territoriale. Et les accords commerciaux internationaux, les unions économiques, les organisations internationales comme l'OMC, etc., ont limité la capacité des États à contrôler entièrement leur politique économique, et les flux transnationaux de capitaux, de biens et de services ont réduit l'exclusivité de la compétence territoriale des États sur leurs économies. Alors, les changements sociaux aussi, y compris les mouvements migratoires et la montée des organisations non gouvernementales, ont également joué un rôle très important dans la transformation de la souveraineté territoriale. L'immigration internationale modifie la composition démographique des États et pose des défis à la gestion de leurs frontières. Les ONG, avec leurs réseaux transnationaux, influencent de plus en plus les politiques nationales, notamment dans les domaines des droits de l'homme et de l'environnement. Un exemple pertinent de la réduction de l'exclusivité territoriale et le développement du concept de patrimoine commun de l'humanité. Ce concept appliqué par exemple au droit de la mer et à l'espace extra-atmosphérique repose sur l'idée que certaines ressources et certains espaces ne peuvent être soumis à la souveraineté exclusive d'un seul État et doivent être gérés dans l'intérêt de toute l'humanité. Ainsi, bien que la souveraineté territoriale reste un principe central du droit international, elle est de plus en plus modulée par des réalités contemporaines qui exigent une approche plus flexible et coopérative entre l'ensemble des États. Alors, la souveraineté territoriale est un principe fondamental du droit international qui désigne l'autorité absolue et exclusive qu'un État exerce sur son territoire et implique que l'État a le pouvoir de légiférer, de gouverner, de faire respecter les lois à l'intérieur de ses frontières sans ingérence extérieure. Et cette souveraineté est le fondement de la reconnaissance internationale d'un État en tant qu'entité juridique indépendante. Et l'idée de souveraineté territoriale est étroitement liée à celle de l'État moderne, comme l'a souligné le juge Huber dans l'affaire de l'île de Palmas. La souveraineté en relation avec une portion de la surface du globe est la condition légale nécessaire pour l'inclusion de cette portion dans le territoire de tout État particulier. Donc, cette définition met en évidence que la souveraineté territoriale est une condition préalable à la reconnaissance de l'existence d'un État. La dimension positive de la souveraineté, la souveraineté territoriale est la deux dimensions essentielles, une dimension positive et une dimension négative.
La dimension positive se réfère à l'exclusivité de la compétence de l'État sur son territoire et cela signifie que l'État a le pouvoir de prendre toutes les décisions concernant les affaires internes de son territoire sans l'intervention d'autres États. Et cette compétence exclusive inclut la capacité de l'État de contrôler ses frontières, à maintenir l'ordre public, à imposer les taxes, à réglementer les activités économiques et sociales. Par exemple, un État peut décider de ses politiques en matière d'immigration, de commerce, de santé publique et d'éducation sans être contraint par des influences extérieures. Et la dimension négative de la souveraineté territoriale, en revanche, qui implique un petit peu l'obligation de l'État de respecter les droits des autres États, et cela inclut le respect des frontières internationales, la non-ingérence dans les affaires intérieures d'autres États et l'interdiction de l'utilisation de la force pour acquérir des territoires. En d'autres termes, chaque État doit reconnaître et de respecter la souveraineté des autres États, créant ainsi un équilibre qui favorise la coexistence pacifique de la stabilité internationale. Alors, la souveraineté interterritoriale est fondée sur le principe que l'État exerce une compétence exclusive sur son territoire et ce principe est reconnu comme un axiome fondamental du droit international classique et cela signifie que le territoire d'un État est inviolable et que seul l'État souverain a le droit d'exercer une autorité juridique sur ce territoire. Et l'importance de la souveraineté territoriale dans le droit international est reflétée par les règles juridiques qui protègent son inviolabilité. Par exemple, le principe du respect de l'intégrité territoriale des États est bien établi comme l'un des piliers du système international, de même que la norme interdit l'ingérence dans les affaires intérieures d'autres États. Cette norme-là, elle est fondamentale pour le maintien de la souveraineté territoriale. Cependant, plusieurs facteurs ont tendance à réduire un petit peu l'exclusivité territoriale de l'État en droit international. Les changements technologiques, économiques, euh, créent toujours d'interdépendance et des problématiques de droits de l'homme, d'autodétermination tendent à empiéter un petit peu sur cette exclusivité. Les organisations internationales peuvent intervenir dans certaines situations pour protéger les droits de l'homme, ce qui limite un petit peu l'autorité exclusive de l'État sur son territoire. De plus, le développement du concept du patrimoine commun dans le contexte du droit de la mer, du bien et du droit aérien a également un impact sur la souveraineté territoriale. Alors, les conflits territoriaux en droit international peuvent être divisés en deux grandes catégories, les conflits concernant le statut des pays et les disputes frontalières. Les conflits concernant le statut des pays impliquent des revendications sur l'ensemble du territoire d'un État et les disputes frontalières, en revanche, concernent des zones spécifiques situées à la frontière de deux ou plusieurs pays. Vous avez l'exemple des revendications somaliennes sur le nord-est du Kenya et le sud-est de l'Éthiopie. Ces disputes peuvent être motivées par des facteurs géographiques, historiques, économiques ou ethniques. Alors, en droit international, le concept de terrain nul et lisse désigne un territoire qui n'appartient à aucun État souverain. Historiquement, ce terme a été utilisé pour justifier la colonisation de terres considérées comme non habitées ou non revendiquées par des États civilisés. Cependant, cette notion a été remise en question et largement rejetée par la jurisprudence moderne, notamment dans plusieurs affaires devant la Cour internationale, où on a pu établir que plusieurs territoires ont été habités par des peuples organisés socialement et ne peuvent être considérés comme terrain nullius. À l'opposé, le concept de res communis, qui désigne des territoires ou des zones qui ne peuvent être soumis à la souveraineté de quelque État que ce soit et qui sont destinés à l'usage commun de tous. Les exemples classiques incluent les hauteurs marines, la haute mer et l'espace extra-atmosphérique. Ces zones sont régies par le principe de liberté d'utilisation. Ils sont protégés par des conventions internationales pour empêcher leur appropriation. Les revendications territoriales en droit international peuvent être fondées sur plusieurs bases, dont les plus courantes sont l'occupation, la prescription et l'autodétermination. Alors, l'occupation se réfère à l'acquisition de la souveraineté sur un territoire non revendiqué, terra nullius, par un État par le biais de l'occupation effective. Cela nécessite l'intention de l'État d'exercer sa souveraineté sur le territoire, une occupation réelle et la publicité
de cette occupation pour informer les autres États. La prescription, c'est un mode d'acquisition de territoire fondé sur l'occupation pacifique continue d'un territoire appartenant à un autre État pendant une période prolongée sans contestation significative de l'État propriétaire et repose sur le principe de la possession de longue durée incontestée d'un territoire peut conduire à la reconnaissance de la souveraineté de l'État occupant. Alors, l'autodétermination, c'est le droit des peuples à décider de leur propre destin politique et à choisir le statut international sans ingérence extérieure. Et ce principe est central dans les processus de décolonisation du XXe siècle et continue de jouer un rôle important dans la revendication des groupes ethniques ou nationaux cherchant à former leur propre État ou à obtenir une autonomie substantielle au sein d'un État existant. Cependant, le droit à l'autodétermination est souvent en tension avec les principes de l'intégrité territoriale des États, ce qui complique sa mise en œuvre pratique. Le droit international, il reconnaît plusieurs modes d'acquisition des territoires, comme on vient de voir, l'occupation, la prescription, mais aussi la cession, la création, la subjugation. L'occupation, on vient de voir, donc c'est un mode d'acquisition de territoire qui appartient à personne, terra nullius. Pour être valable, l'occupation doit être effectuée par un État qui doit être effective et doit inclure l'intention d'affirmer la souveraineté sur le territoire en question. Alors, dans l'exemple, par exemple, dans l'affaire du Sahara, donc la Cour internationale de justice, elle a précisé que ces territoires, ils étaient habités, contrairement, c'était pas des terres qui n'appartenaient à personne, c'était des terres habitées par des peuples organisés et qui ils étaient socialement et politiquement liés aux souverains marocains. Donc la prescription aussi, donc la prescription est un mode d'acquisition du territoire fondé sur l'occupation pacifique qui continue d'un territoire appartenant à un autre État pendant une période prolongée. La cession, c'est le transfert de territoire d'un État à un autre par un traité ou un accord. Elle peut se produire dans le cadre d'un traité de paix, après un conflit ou par vente ou échange de territoire, par exemple l'achat de l'Alaska par les États-Unis à la Russie en 1867. C'est un cas de cession. La cession implique le transfert de souveraineté et tous les droits et obligations associés passent du cédant au cessionnaire. La création, c'est un mode d'acquisition du territoire basé sur des processus géographiques naturels par lesquels de nouvelles terres sont créées et s'ajoutent à des terres existantes, comme la formation d'îles dans les embouchures de rivières ou le changement de cours de rivières laissant des terres sèches. Si la nouvelle terre se forme dans le territoire d'un État, elle fait partie de ce territoire. Un exemple serait l'émergence d'une nouvelle île à la suite de l'éruption d'un volcan sous-marin. La subjugation, subjugation ou conquête, implique l'acquisition de territoires par la force. Toutefois, le droit international moderne, en particulier après la Charte des Nations Unies de 1945, interdit l'acquisition de territoires par la guerre ou la force. Donc le principe de l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force est souligné par la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée après la guerre des 6 jours de 1967, et qui stipule que l'acquisition de territoires par la guerre est inadmissible. Alors, le principe du consentement des États est fondamental pour l'établissement des frontières internationales. Les frontières entre les États sont souvent établies par des traités ou des accords bilatéraux ou multilatéraux. Ces accords peuvent résulter de négociations directes entre les États concernés ou être le fruit de médiation, d'arbitrage ou de décisions judiciaires internationales. Les traités de délimitation des frontières sont des instruments juridiques importants qui définissent les limites territoriales des États. Une fois ratifiés, ces traités deviennent contraignants pour les parties et sont généralement considérés comme ayant une validité erga omnes, c'est-à-dire opposable à tous. Cela signifie que les frontières établies par des traités doivent être respectées par les États tiers et ne peuvent être modifiées sans le consentement des parties concernées. Un exemple de l'importance du consentement et des accords pour l'établissement des frontières est le traité de paix signé entre l'Égypte et Israël en 1979, ce traité qui a mis fin à un état de guerre entre les deux pays
et a également conduit à la délimitation des frontières internationales reconnues entre eux, y compris le retour du Sinaï à l'Égypte. Les traités frontaliers jouent un rôle très important dans la définition et la stabilisation des frontières entre États, et ces accords bilatéraux ou multilatéraux sont des instruments juridiques qui établissent des lignes de démarcation précises, réduisant ainsi les risques de conflits territoriaux. Alors, la délimitation des frontières par des traités garantit une reconnaissance mutuelle des limites territoriales, ce qui est essentiel pour la stabilité politique et la sécurité internationale. Et les traités frontaliers créent un régime territorial objectif qui est valable erga omnes, c'est-à-dire opposable à tous, même aux États tiers. Une fois signés et ratifiés, ces traités ont une force contraignante et établissent des obligations claires pour les parties signataires, y compris le respect et le maintien des frontières définies. Et en cas de litige, les traités frontaliers constituent la base juridique principale pour la résolution des différends. L'interprétation des traités frontaliers est régie par les articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités en 1969. Et selon l'article 31, un traité doit être interprété de bonne foi en accord avec le sens ordinaire à attribuer au terme du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. Cette méthode d'interprétation vise à déterminer l'intention commune des parties au moment de la conclusion du traité. Et l'article 32 de la Convention de Vienne permet de recourir à des moyens complémentaires d'interprétation, y compris des travaux préparatoires du traité, les circonstances de sa conclusion, afin de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31 ou de déterminer le sens lorsque l'interprétation selon l'article 31 laisse le sens ambigu ou obscur ou conduit à un résultat manifestement absurde ou déraisonnable. Donc, cette approche holistique et contextuelle est essentielle pour résoudre les ambiguïtés et les incertitudes dans les traités frontaliers. Par exemple, dans l'affaire Botswana contre Namibie, la Cour a utilisé les principes contemporains de connaissance scientifique pour interpréter les termes d'un traité de 1890 concernant la définition du principal chenal de la rivière Chop. Et donc, les décisions arbitrales aussi jouent également un rôle vital dans la résolution des différents frontaliers. Et les tribunaux d'arbitrage et les cours internationales, comme la Cour internationale de justice, ils rendent des décisions qui ont force obligatoire pour les parties en litige. Par exemple, l'affaire Burkina Faso-Mali 1986, dans cette affaire, la Cour internationale de justice a été saisie pour régler un différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali, et la Cour a réaffirmé le principe de l'uti possidetis juris, selon lequel les frontières des États nouvellement indépendants doivent correspondre aux limites administratives existantes à l'époque coloniale, et la CIG a déterminé la ligne de frontière en se basant sur des documents coloniaux et des pratiques administratives postérieures. Dans l'affaire du temple de Preah Vihear, dans ce différend entre la Thaïlande et le Cambodge, concernant la souveraineté sur le temple de Preah Vihear, la CIG a décidé en faveur du Cambodge. La Cour a basé sa décision sur la reconnaissance tacite par la Thaïlande de la carte produite par les autorités coloniales françaises qui plaçait le temple du côté cambodgien de la frontière. Et donc cette reconnaissance tacite a été considérée comme créant un estoppel empêchant la Thaïlande de contester la souveraineté du Cambodge sur le temple. Un autre exemple pertinent, c'est l'affaire du canal de Beagle et l'arbitrage du différend entre l'Argentine et le Chili concernant la souveraineté sur les îles du canal de Beagle. Le tribunal arbitral a attribué les îles au Chili en se fondant sur des principes d'interprétation des traités et des considérations géographiques. Aussi l'affaire de l'île de Palmas. Dans cette affaire entre les États-Unis et les Pays-Bas, concernant la souveraineté sur l'île de Palmas, l'arbitre Max Huber a décidé en faveur des Pays-Bas et la décision s'est basée sur le principe de l'effectivité, c'est-à-dire le contrôle effectif et continu du territoire plutôt que sur la découverte initiale par l'Espagne revendiquée par les États-Unis. L'acquisition et la conservation des territoires en droit international repose sur le concept du contrôle effectif qui implique l'exercice continu, pacifique des fonctions étatiques sur un territoire donné. Et ce contrôle effectif est fondamental dans l'établissement de la souveraineté territoriale. Il ne s'agit pas seulement de revendiquer un territoire, mais de démontrer un exercice tangible et constant de l'autorité étatique. Et ce principe s'applique à plusieurs modes d'acquisition de territoire, notamment
l'occupation et la prescription. Et l'occupation se réfère à l'appropriation de territoires sans maître, terrain nullis par un État nécessitant une présence réelle et une intention de souveraineté. Et la prescription, quant à elle, légitime la possession d'un territoire après une période prolongée d'un exercice fictif du contrôle sans contestation substantielle par le souverain antérieur. Et ces principes montrent que la simple proclamation de souveraineté ne suffit pas. Il faut que les actes concrets démontrent l'administration et le gouvernement du territoire. Et donc le contrôle effectif est intrinsèquement lié à l'absence de contestation de la part du souverain antérieur. Et la prescription repose sur l'idée que le silence ou l'inaction du souverain initial pendant une période prolongée équivaut à une acquiescence tacite de la nouvelle situation de fait. Ainsi, les protestations formelles et soutenues sont cruciales pour bloquer les revendications prescriptives. Et si le souverain précédent manifeste clairement son désaccord avec la situation de fait, par des moyens diplomatiques ou par des actions devant les instances internationales, la prescription ne peut se réaliser. Par exemple, dans l'arbitrage de Chamizal entre les États-Unis et le Mexique, le changement de cours du Rio Grande a conduit à des revendications territoriales conflictuelles et les États-Unis ont revendiqué la possession basée sur la prescription. Cependant, les protestations constantes du Mexique ont bloqué cette revendication, démontrant l'importance de la contestation continue pour empêcher la prescription. Les critères de possession effective sont variés et doivent être examinés en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas. Et les critères incluent généralement l'administration publique, c'est-à-dire la mise en place de structures administratives, la collecte d'impôts, l'application des lois et règlements, la prestation de services publics sont des indicateurs forts de la possession effective, par exemple l'exercice de la justice, la construction d'infrastructures, la gestion de ressources naturelles, qui illustrent un petit peu ce contrôle étatique. Il y a aussi la présence militaire et policière. La présence de forces de l'ordre ou militaires sur le territoire peut également démontrer un contrôle effectif. Et cela peut inclure des patrouilles régulières, l'établissement de postes de contrôle et la défense du territoire contre les incursions extérieures. Il y a aussi les activités économiques, la reconnaissance internationale par d'autres États et l'organisation internationale qui renforce un petit peu la revendication de possession effective et la conclusion de traités, l'établissement des relations diplomatiques et la participation à des organisations internationales qui peuvent tous servir de preuve de contrôle effectif. Et il y a aussi la présence d'une population permanente, ainsi que le développement d'infrastructures telles que les écoles, les hôpitaux, le logement, qui démontrent également la position effective et cela inclut également la gestion des migrations et des mouvements de population. Vous savez, l'affaire de l'île de Palmas et la souveraineté a été disputée entre les États-Unis et les Pays-Bas. Vous avez aussi l'affaire du temple de Preah Vihear, etc. Donc c'est un domaine dynamique qui évolue en réponse aux changements politiques, sociaux et technologiques. Donc cette évolution soulève des questions assez complexes lorsqu'il s'agit de résoudre des disputes territoriales historiques et les principes juridiques et les normes en vigueur au moment où une revendication territoriale a été faite peuvent différer considérablement de ceux appliqués aujourd'hui. Par conséquent, il devient important de déterminer quelle version des lois et des principes doit être appliquée pour juger de la légitimité des revendications territoriales contemporaines. Cette problématique est connue sous le nom de conflit de loi intertemporelle. Le principe de loi intertemporelle stipule que les titres de souveraineté et les revendications de territoire doivent être évalués selon les normes juridiques en vigueur au moment où ces titres ont été établis. Et ce principe est fondamental pour assurer la stabilité juridique et éviter les révisions rétrospectives des frontières et des titres de propriété. Par exemple, dans le cas de l'affaire de Palmas, l'arbitrage a déterminé que les revendications espagnoles de découverte devraient être évaluées selon les principes du droit international du XVIe siècle, même si ces principes avaient évolué depuis. Cependant, il est également reconnu que la continuation et la validité des titres de souveraineté doivent être en accord avec les normes juridiques contemporaines. Et le concept de la date critique joue aussi un rôle essentiel dans la résolution des disputes territoriales. Il s'agit de déterminer un moment précis dans le temps où les droits des parties se sont cristallisés, empêchant ainsi toute modification ultérieure de la situation juridique par des actions postérieures. Et la date critique peut être définie par un événement spécifique
tel qu'un traité, une occupation effective ou une décision judiciaire. Une fois cette date établie, les preuves et les actions postérieures à cette date ne sont généralement pas prises en compte pour modifier la situation juridique existante. Et cela permet de stabiliser les revendications territoriales et d'éviter des révisions continuelles basées sur des actions ultérieures. Ensemble, la loi intertemporelle et le concept de la date critique sont des outils juridiques essentiels pour gérer les disputes territoriales dans un cadre cohérent, stable, en tenant compte de l'évolution des normes juridiques tout en respectant les titres de souveraineté établis. Dans le domaine du droit international, l'exercice effectif de la souveraineté, souvent désigné par le thème effectivité, il est important dans la consolidation des titres territoriaux. Cela signifie que qu'un État revendique un territoire, il doit quand même démontrer qu'il exerce des fonctions étatiques, continues, pacifiques et publiques sur ce territoire. Et ces fonctions peuvent inclure l'administration locale, la législation, la perception d'impôts, l'application des lois, l'entretien de l'ordre public. Et l'importance de ces activités souveraines est d'établir une présence réelle et reconnue de l'État sur le territoire revendiqué. La reconnaissance, l'acquiescence et l'estoppel sont des doctrines juridiques qui jouent dans ce sens un rôle important dans la consolidation des titres territoriaux. Donc la reconnaissance, il s'agit d'un acte, pour la reconnaissance, il s'agit d'un acte positif par lequel un État accepte explicitement, implicitement une situation de fait ou de droit telle que la souveraineté d'un autre État sur un territoire. La reconnaissance peut être, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, elle peut être formelle par le biais des traités, informelle par des actions, des comportements qui impliquent l'acceptation d'un titre territorial. Alors, l'estoppel, c'est une doctrine qui empêche un État de revenir sur une position qu'il a antérieurement adoptée et sur laquelle un autre État s'est appuyé. Et en d'autres termes, si un État a reconnu la souveraineté d'un autre État ou a accepté tacitement une situation, il ne peut plus la contester ultérieurement si l'autre État a agi en se fiant à cette reconnaissance. Nous avons vu des exemples historiques dans l'île de Palmas, le temple de Préa. Il y a aussi le conflit entre le Qatar et le Bahreïn en 2001, où la CIG a examiné des preuves d'effectivité pour déterminer la souveraineté sur les îles Hawar, concluant que le Qatar n'avait pas réussi à démontrer un exercice continu public de la souveraineté, contrairement à Bahreïn. Et donc, ces doctrines juridiques, en démontrant l'exercice effectif de la souveraineté en utilisant la reconnaissance et l'acquiescement, et en appliquant les stoppels, jouent un rôle essentiel dans la consolidation et la reconnaissance des titres territoriaux au droit international. Ces principes permettent de stabiliser un petit peu les frontières et les revendications territoriales, évitant ainsi les conflits prolongés et les incertitudes juridiques. Nous avons mentionné préalable le principe de l'outil Posidetis issu du droit colonial qui joue un rôle important dans la détermination des frontières des États nouvellement indépendants. Et ce principe qui signifie comme vous possédez, vous posséderez. Stipule que les frontières administratives des colonies deviennent les frontières internationales des États après leur indépendance. Même si cela crée énormément de conflits. Alors en Amérique latine, l'outil Posidetis juris a été utilisé pour maintenir les frontières définies par les divisions administratives coloniales espagnoles et portugaises. Et lors de l'accession à l'indépendance des États latino-américains au début du 19e siècle, ce principe a permis de stabiliser un petit peu les frontières et de prévenir les conflits territoriaux en acceptant des limites administratives coloniales comme les frontières nationales. En Afrique aussi, le principe a été explicitement adopté par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964 pour éviter des conflits postcoloniaux. Et la résolution sur l'intangibilité de l'unité africaine sur l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation a affirmé que les frontières coloniales devaient être respectées par les États africains nouvellement indépendants pour permettre de maintenir une certaine stabilité et de prévenir les contestations frontalières majeures malgré certaines tensions et conflits persistants. Alors, l'application de l'outil Posidetis a permis une stabilisation très relative des frontières dans les régions concernées. En Amérique latine, cela a facilité la reconnaissance mutuelle des frontières et a aidé à prévenir des conflits territoriaux majeurs
entre les nouveaux États. Et la doctrine de Monroe des États-Unis, qui soutenait l'indépendance et la non-intervention européenne en Amérique latine, a également renforcé la stabilisation des frontières par le biais de l'étude positiviste. En Afrique, bien que certaines frontières tracées par les colonisateurs aient vraiment très arbitraires et coupées à travers des groupes ethniques et culturels, le respect, il a permis une certaine vraiment très relative stabilité régionale. Et cela a également permis aux États africains de concentrer un petit peu, mais cela, il a à certains pays africains de concentrer un petit peu leurs efforts sur le développement national, bien qu'il y ait un certain nombre de conflits frontaliers. Alors, rivières formant les frontières, les rivières formant des frontières internationales présentent un certain nombre de défis uniques en matière de droit international. Donc, les règles spécifiques appliquées aux rivières frontières visent à clarifier la ligne de séparation et à prévenir les conflits entre les États riverains. Donc, nous avons le cas de Talweg. Donc, la règle de Talweg stipule que la frontière suit le milieu du principal chénal navigable de la rivière. Cette règle est couramment appliquée car elle offre une base pratique pour déterminer la frontière là où les rivières sont navigables. Les lignes médianes dans les rivières non navigables, la frontière est souvent définie par la ligne médiane de la rivière. Cette approche vise à répartir équitablement la rivière entre les États riverains. L'accrétion et avulsion, les changements graduels dans le cours d'une rivière, l'accrétion, entraîne une modification de la frontière selon le niveau lit de la rivière. Cependant, un changement soudain et violent, avulsion, ne modifie pas la frontière qui reste le long de l'ancien lit de la rivière. Et donc, des exemples concrets illustrent l'application de ces principes. Par exemple, le cas de la fleuve de Danube. La frontière entre plusieurs États européens suit le Talweg du fleuve. En Amérique du Nord, la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le long du Rio Grande, a été influencée par des changements dans le cours de la rivière, nécessitant des traités et des accords pour clarifier un petit peu la frontière. Nous avons le concept du patrimoine commun de l'humanité qui est fondamental dans le droit international pour les hommes qui sont au-delà de la juridiction nationale et qui sont considérés comme appartenant à tous. Ce principe repose sur l'idée que certaines ressources naturelles et espaces doivent être préservés et exploités de manière équitable pour le bénéfice de l'ensemble de l'humanité plutôt que pour des intérêts nationaux ou privés spécifiques. Le concept de patrimoine commun, il se distingue des notions de terra nullius, terrain sans maître, et res communis, chose commune, en ce qu'il impose des obligations spécifiques de gestion et de protection ainsi qu'un cadre juridique international pour leur utilisation. Alors, les exemples les plus connus, c'est les fonds marins. Donc, les fonds marins, au-delà de la juridiction nationale, sont régis par la Convention nationale sur le droit de la mer. Et selon cette convention, les ressources des fonds marins sont déclarées patrimoine commun de l'humanité et l'autorité internationale des fonds marins est chargée de réguler l'exploration et l'exploitation des ressources minérales des fonds marins, garantissant que les bénéfices soient répartis équitablement, en particulier en tenant compte des intérêts des pays en développement. Alors, le traité aussi de l'espace, en 1967, il établit que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, doivent être effectuées pour le bénéfice de tous les pays, indépendamment de leur niveau de développement. Et l'espace extra-atmosphérique ne peut pas être approprié par des revendications nationales de souveraineté, par occupation ou par tout autre moyen. Ce traité fixe également les obligations pour éviter les conflits dans l'espace et promouvoir la coopération internationale. L'Antarctique, le traité de l'Antarctique de 1959 stipule que l'Antarctique doit être utilisé exclusivement à des fins pacifiques et interdit toute activité militaire, y compris les essais d'armes nucléaires. Alors, l'Antarctique est également protégé contre l'appropriation nationale. Les revendications territoriales sont gelées pendant la durée du traité
et une coopération internationale est encouragée pour les recherches scientifiques. Le protocole de Madrid de 91, qui est un complément au traité, interdit toute activité minière en Antarctique et considère l'Antarctique comme une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Alors, aussi, la région arctique, riche en ressources naturelles et stratégiquement importante, est régie par un cadre juridique différent de celui de l'Antarctique. Contrairement à celui-ci, l'Arctique n'est pas couvert par un traité unique, mais par une série d'accords bilatéraux et multilatéraux entre les États arctiques, Canada, Danemark, les États-Unis, l'Islande, Norvège, Russie et la Suède. Les questions de souveraineté dans l'Arctique sont complexes avec des revendications superposées concernant le plateau continental et les routes maritimes. Et le Conseil de l'Arctique, créé en 1996, est un forum intergouvernemental qui promeut un petit peu la coopération, la coordination, l'interaction entre les États arctiques, les communautés autochtones de l'Arctique et d'autres habitants de l'Arctique sur des questions communes de développement durable et de protection de l'environnement. La gestion de l'Arctique et l'Antarctique repose sur le traité de l'Antarctique et ses protocoles annexes. Et ce traité signé par 54 pays a gelé les revendications territoriales et interdit toute nouvelle revendication. Et les décisions concernant l'Antarctique sont prises par consensus lors des réunions consultatives du traité de l'Antarctique. Et les dispositions du traité de l'Antarctique sont complétées par le protocole de Madrid qui met un petit peu l'accent sur la protection de l'environnement antarctique. Et les activités, y compris la recherche scientifique, doivent être menées d'une manière qui ne cause pas de dommages durables à l'écosystème fragile de la région. Le traité et le protocole garantissent que l'Antarctique reste une région dédiée à la paix et à la science sans militarisation ni exploitation minière. En conclusion, la territorialité en droit international, c'est un domaine dynamique, on l'a vu, qui évolue avec le temps, mais reste fondamental pour la stabilité et la coopération internationale. Et les principes discutés ici continueront de guider les actions des États et des institutions internationales dans la gestion des territoires et la résolution des conflits. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo dans cette série sur le droit international. Merci.